Des attaques aux réactions, Riposte, le podcast du journalisme dans le dur. Plus que jamais, le journalisme est un sport collectif et de combat, sans grande boxe ni retouche IA. Contre les obsessions fascisantes, les manipulations médiatiques et autres polarisations politiques, l'information est au cœur de la bataille des récits. Riposte, c'est le nom de ce podcast, un outil démocratique pour réenclencher l'impact citoyen, un petit manuel d'autodéfense intellectuelle pour se réarmer et défendre nos communs. Alors, micro en main, avec Juliette Demey, nous avons profité de l'édition 2025 des Assises du journalisme de Tours pour enchaîner les entretiens. Avec des chercheurs, des lanceurs d'alerte, des parlementaires et bien sûr des journalistes. Des témoignages qui documentent les atteintes contre la liberté d'informer, autant d'axes de réflexion possibles pour préserver le droit de savoir. Riposte, le podcast du journalisme dans le dur, c'est parti. On a vu appliquer des têtes de gondole de CNews sur l'antenne d'Europe 1. On était déjà un peu colonisés. C'est vrai que la façon dont nous on le voit, ce sont des alertes qui permettent de faire vivre la démocratie aussi. Donc la moindre des choses, c'est de respecter la base, c'est-à-dire on présente des faits qu'on a préalablement recoupés et on respecte les différentes opinions tant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi, bien sûr. Mais c'est hallucinant qu'on soit obligé de le dire. Et donc, il s'agit pour nous, collectivement et individuellement, de résister face à l'emprise croissante de ces plateformes qui sont structurellement toxiques. Moins connue que les grèves historiques qui secourront les rédactions d'ITélé et du JDD, la révolte des salariés d'Europe 1 est symptomatique des raids médiatiques menés par Bolloré. Nous sommes au printemps 2021, très exactement le 17 juin, quand une quarantaine de salariés, sur les 204 que compte la radio privée, provoquent une assemblée générale. Parmi eux, Olivier Samin, reporter depuis 39 ans à Europe 1, le représentant du syndicat national des journalistes sonne l'alarme. Dans le viseur des grévistes, une nouvelle grille des programmes déclinée sur celle de CNews, un calque qui annonce un virage éditorial ultra-conservateur, alors même que la campagne pour la présidentielle de 2022 démarre. Face à cette brutale reprise en main, les salariés décident d'enclencher le rapport de force et le médiatisent auprès de leurs auditeurs, mais aussi auprès des principales sociétés des journalistes du pays, un parti pris qui n'est pas un simple baroud d'honneur face au milliardaire et son combat civilisationnel. Il se révélera même être stratégique auprès de l'opinion publique. La suite, c'est Olivier Samin qui la raconte. Notre mobilisation, elle remonte à juin 2021. Je suis Olivier Samin. J'ai été pendant 39 ans journaliste à Europe 1. À l'époque, Bolloré manifestait clairement son intention de reprendre le groupe Lagardère. Il était déjà monté au capital. Et d'ailleurs, en fait, il a pris le pouvoir assez rapidement dans cette radio, avant même d'en avoir les capacités juridiques, puisque dès l'été 2021, on a vu appliquer des têtes de gondole de CNews sur l'antenne d'Europe 1. Et à l'automne 2021, la grille de rentrée a été très marquée par l'emprise de CNews, avec l'arrivée de journalistes comme Laurence Ferrari, Dimitri Pavlenko, etc. On était déjà un peu colonisés. Et donc, nous, on ne voulait pas de ce schéma et on s'est mobilisé de façon spontanée en faisant des assemblées générales au niveau de l'ensemble des personnels d'Europe 1 et on s'est mis en grève. Alors, cette grève, elle a duré 5 jours et demi, mais en tout cas, on s'est mobilisé pour prendre à témoin l'opinion publique et d'abord nos auditeurs et leur dire écoutez, il se trame des choses autour de cette radio, vous êtes attachés à cette radio depuis longtemps, sachez que nous, la rédaction, l'essentiel des journalistes de cette radio, on ne se reconnaît pas dans ce qu'elle va devenir sous la férule de Bolloré dès qu'il aura pris le pouvoir. J'ai pas fait le compte de tous les burn-out qu'il y a eu dans l'entreprise, mais Jean-Gabriel Bourgeois, ou en tout cas des gens qui sont arrêtés. président de la Société des rédacteurs d'Europe 1. Plusieurs semaines, plusieurs mois, les départs qui sont aussi faits dans certaines conditions qui sont délicates pour les animateurs, les journalistes. Le ton qui monte dans certaines réunions, les intimidations, les pressions qui sont exercées sur les journalistes, sur les salariés, parfois certaines insultes aussi. C'est pas nouveau, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, mais les gens aujourd'hui ont le courage de le dire et de parler et de se mobiliser.
D'une certaine façon, le fait que les journaux se sont emparés de ce qu'on racontait, on racontait au jour le jour notre conflit et puis nos interpellations, etc. Tout ça, ça a abouti au fait que c'était mis sur la place publique et que du coup, c'était connu du public. Et par la suite, quand les journalistes d'Europe 1 ont quitté cette radio dans le cadre du plan de départ mis en place avec une sorte de clause de conscience, eh bien, on nous a fait signer une clause de confidentialité, nous interdisant de révéler des choses qui ne seraient pas connues du public concernant Europe 1. Oui, mais comme on avait mis beaucoup de choses sur la place publique pendant notre mobilisation, eh bien, on pouvait par la suite en parler parce que c'était connu du public. Donc, ça nous a protégés. C'est un aspect qui est intéressant pour combattre justement cette clause de confidentialité qui est imposée par beaucoup de groupes et qui en fait muselle la parole. Bon, ben nous, on a pu s'en affranchir grâce à cette médiatisation que nous avons sollicitée. C'était aussi notre motivation. On savait bien que le bulldozer Bolloré ne s'arrêterait pas face à une mobilisation et une grève de 5 jours d'une centaine de journalistes d'Europe 1. Mais au moins, le fait de mettre sur la place publique, de sensibiliser, de créer du débat, de faire prendre conscience aux auditeurs et aux citoyens de ce qui se trame avec l'arrivée d'un groupe qui a des intentions politiques affichées et qui veut transformer les médias d'information en des médias d'opinion, eh ben, c'est important que ça soit connu et au moins on a apporté cette petite pierre au combat pour une information libre. Bolloré est un facho, il veut le RN partout. Hanouna un collabo, on sait bien qu'il lui doit tout, c'est son chien. Bien obéissant tout, fait ce que dit son maître en échange de sous-sous. La Ligue de l'humanité réunie à la télé. Sa radio et ses journaux présentés par des rassos. Des rassos, des rassos, des rassos. En échange de sous-sous. Des rassos, des rassos, des rassos. Bien obéissant tout, faut croire aux gens qui sont bêtes. Parce qu'elle faut, il est très chouette. Alors c'est juste une carpette. Mais c'est insupportable. Gros rasso. On vient de l'entendre, la mise au pas d'Europe 1 s'est jouée en 5 petits jours. 2 ans plus tard, rebelote, le milliardaire breton tente de tordre le bras au JDD en imposant à sa rédaction un directeur d'extrême droite. Là aussi, la réaction ne se fait pas attendre, journalistique, citoyenne et dans une moindre mesure politique, la riposte se transforme en 40 jours d'une grève en défense d'une ligne éditoriale pluraliste salement attaquée. Que l'on apprécie ou non cette ligne, là n'est pas la question. Pour qu'une démocratie reste une démocratie, seule compte cette règle de l'expression libre des opinions dans le respect de l'éthique journalistique et des lois de la République. Un fondement qui finira par pousser l'Arcom à couper le son et l'image de C8, une fréquence de la TNT en moins pour Bolloré, un répit qui masque pourtant un énorme chantier. Celui de sanctuariser l'indépendance des rédactions, des raids menés par les tenants du combat de civilisation. Alors que le rapport de force s'essouffle, en juillet 2023, la députée NUPES Sophie Tallier-Polian dépose une proposition de loi transpartisane qui, en son cœur, vise à la mise en place du droit d'agrément des journalistes sur la nomination de leur directeur ou directrice de l'information. Un verrou législatif qui, sans nul doute, aurait freiné les appétits bolloréens et qui ne figurait pas dans la loi Bloch de 2016, loi pourtant censée renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, un raté d'autant plus incompréhensible que cette loi avait été votée en réaction à ce précédent concentrationnaire qui avait vu la rédaction d'ITélé affronter en 2015 les assauts éditoriaux du même milliardaire breton. Un raté qui aurait dû être rattrapé par les états généraux de l'information. Oui, mais voilà, la suite c'est Sophie Tallier-Polian qui nous la raconte. On confie des canaux à des éditeurs, privés pour la plupart, mais sous réserve qu'ils respectent des règles. Je suis Sophie Tallier-Polian, députée Génération du Val-de-Marne, membre du groupe écologiste et social, et en charge de suivre les questions des médias. Quand ces règles-là ne sont pas respectées, je dirais dans un média totalement privé, c'est comme ça. Je veux dire, on peut le dénoncer, mais on ne va pas interdire les journaux qui ne nous plaisent pas. Mais par contre, la TNT, c'est un espace particulier.
qui coûte de l'argent aux contribuables, qui est donné à titre gracieux aux éditeurs qui font des chaînes. Donc, la moindre des choses, c'est de respecter la base, c'est-à-dire on présente des faits qu'on a préalablement recoupés et on respecte les différentes opinions tant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi, bien sûr. C'est quand même important de le dire, mais c'est hallucinant qu'on soit obligé de le dire. On est obligé de dire que c'est pas possible à la télévision française que continuent à s'exprimer des opinions illégales. Vous voyez le niveau auquel on en est arrivé. Donc c'est indéniablement une bonne nouvelle que cette légitimité très forte que confère la présence sur la TNT ne soit pas donnée à des gens qui ne respectent pas les règles de la bienséance, premièrement, concernant Cyril Hanouna, et les règles de la déontologie journalistique concernant CNews. Moi, je trouve que la disparition de C8 est une bonne nouvelle, mais le maintien de CNews est une mauvaise nouvelle. C'est une décision de l'Arcom, j'en prends acte. Cependant, je serai très attentive à ce que le cahier des charges nouvellement signé, qui est un petit peu plus dur que l'ancien, soit réellement appliqué, pour que, à la moindre incartade, il y ait des sanctions immédiates et très fortes. Aujourd'hui, il est nécessaire que des citoyens prennent les choses en main, fassent pression sur leur gouvernement. Agnès Rousseau, aux États généraux de la presse indépendante. Pour qu'on trouve un système qui soit beaucoup plus sain d'un point de vue du contrôle citoyen sur l'information. On nous dit sans arrêt, il va y avoir un projet de loi sur les états généraux de l'information, mais enfin bon, on ne le voit pas venir. Et par contre, ce qu'on voit venir, et on voit l'insistance et la pugnacité de la ministre de la Culture à inscrire à l'ordre du jour un projet de loi ou une proposition de loi de fragilisation de l'audiovisuel public. Moi, je qualifie un projet de loi de fragilisation, qui est d'autant plus grave dans la situation que je viens de décrire précédemment. C'est le fait qu'on nous impose des sujets qui ne sont pas du tout urgents à l'ordre du jour, qui vont même dans le mauvais sens, alors qu'il y aurait une majorité, je pense, pour un projet de loi large, fort, issu des états généraux de l'information, pour aller dans le bon sens. Pourquoi on ne commence pas par ce sur quoi on a une majorité et qui va dans le bon sens? Toutes les personnes qui se réclament de la démocratie, qui ne sont pas affiliées ou proches de l'extrême droite, sont prêtes à la voter. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences, échanges plus ou moins formels, avec des gens des groupes allant de LFI jusqu'à Horizon, disant qu'il n'y avait pas de ligne rouge dans les états généraux. Donc ça veut dire quand même qu'on peut avancer, pourquoi on ne commence pas par là? Donc je pense que la première bataille, elle est sur les mots, et de dire qu'est-ce que c'est la liberté d'expression, et qu'est-ce que c'est la garantie d'accès aux citoyens à l'information. Donc exprimer des opinions, c'est une chose. Mais sur le canal de la TNT, l'obligation, c'est que les différentes opinions s'expriment. Ça, c'est absolument essentiel. Et c'est ce qui n'est pas respecté, toujours pas d'ailleurs, je crois, sur CNews. Ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. Donc, ce sont des donneurs de leçons et il ne faut pas qu'on s'en laisse compter et qu'on puisse reprendre à la base, et notamment par l'éducation aux médias, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est que des garanties qui doivent être données d'accès à l'information à tous les citoyens, citoyennes. Voilà, et tout ça, c'est constitutif de la démocratie. Tu la sens, la lumière? L'histoire qui s'accélère, la sensation de danger. C'est le genre de lumière dans laquelle on s'enfonce. Qui dit que t'en vas pas? Assieds-toi. Dire des bêtises, faire une bêtise. La nuit, sans défense. Une fois, deux fois, trois fois. Entrer dans une salle de classe n'est jamais anodin. D'ailleurs, on n'entre pas dans une classe, on y est invité. Cette entrée n'est pas un quelconque retour en enfance, c'est une responsabilité, celle de prendre en cours une réflexion collective et de l'accompagner. Que l'on ait pour cela 15, 20 ou 30 heures, d'abord il faut savoir écouter, beaucoup, cerner les malentendus et les procès faits au journalisme. Cette action a un nom, l'éducation aux médias et à l'information. Un enjeu démocratique majeur. Pourtant, à l'heure des faits alternatifs et de la post-vérité, le gouvernement a décidé de geler la part collective du pass culture, un choix de la tronçonneuse qui a eu un effet immédiat et délétère, celui de voir bon nombre d'écoles, collèges et lycées renoncer à la venue de journalistes dans leur salle de classe. Un choix d'autant plus incompréhensible qu'il a été rendu public quelques jours seulement après les commémorations des 10 ans des attentats de janvier 2015, dont ceux contre la rédaction de Charlie Hebdo, un choix qui a provoqué une réaction des premiers concernés, dont l'envie de lancer ce podcast. La suite, maintenant vous en avez l'habitude, et cette fois-ci c'est le journaliste Tristan Valbonne qui nous la Par
paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de financement non plus pour l'éducation aux médias que ces dernières années, et c'est quelque chose qui va plutôt croissant, même s'il y a eu ce gel actuel. Tristan Goldbraun, journaliste, responsable de l'éducation aux médias et la sensibilisation des publics cibles à l'association La Chance pour la diversité dans les médias. La part du Pass Culture, elle a été augmentée ces dernières années. Nous, on le voit aussi avec les appels à projets sur les résidences, avec l'investissement d'un certain nombre de financeurs sur la question. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien avec le contexte actuel, avec les enjeux aussi internationaux, notamment en période de conflit, au niveau de la guerre informationnelle et politiquement plus généralement, l'information aujourd'hui, c'est quelque chose de précieux. Il y a péril dans la demeure, pas que au niveau du gel du Pass Culture. Et donc, voilà, il faut aussi armer les citoyens et les citoyennes de demain par rapport à ça. J'ai un ancien bénéficiaire qui me disait l'éducation aux médias, c'est le journalisme dans sa forme la plus noble, au sens où on redonne la parole à un public qui se l'est vu parfois confisqué. Et en termes d'unicité de valeurs de la République, c'est effectivement militer activement. On peut être militant et rigoureux. Place maintenant aux travaux pratiques pour Amélia, Gabriel, Amida et les autres. TV5 Monde, 26 octobre 2024. Objectif des prochains jours, réaliser une vidéo pour déconstruire l'infox des pâtes aux insectes. Je te dis 3, 2, 1, et quand j'ai fini, tu démarres, d'accord ? Okay. 3, 2, 1, vas-y. Alors, on entend beaucoup de gens dire que les pâtes ont de la farine d'insectes, alors que c'est faux. Ça existe. Les pâtes sont faites de farine, de glucides, sans gluten et sans blé. Et du coup, ça existe avec des légumes. Voilà. Ils sont en train de devenir des jeunes adolescents, en train de quitter l'enfance, et donc ils vont commencer à s'intéresser à tout un tas de sujets de société. Et il ne faudrait pas qu'ils se fassent avoir par différentes manipulations. Et on va leur proposer, nous, de faire un petit peu comme des journalistes, à leur manière, avec leur code de réseaux sociaux, de trucs un petit peu marrants, un peu fun, etc. Et en même temps, en parallèle de ça, d'apprendre des choses de journalistes que tout le monde peut apprendre pour ne pas se faire avoir par les fake news. Ce qui a été très problématique, c'est la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire que ça a été très brutal, et ça a été brutal à la fois pour les enseignants qui portent à bout de bras aussi des projets tout au long de l'année, les intervenants et les intervenantes qui se mobilisent aussi pour préparer ces projets en amont, ou parfois qui les portent, et puis pour les élèves aussi qui devaient en bénéficier. Il y a une grande question aujourd'hui qui est effectivement, si on érige l'éducation aux médias comme une priorité, quid de la structuration des acteurs et des actrices de l'éducation aux médias, quid de cette question financière, parce qu'il y a des acteurs et des actrices aussi plus ou moins intéressés. Et aujourd'hui, il y a un grand point d'interrogation sur ce que l'éducation aux médias est en train de devenir. C'est quelque chose qui a une évolution vraiment exponentielle. Et il faut structurer ça. Et il faut se structurer aussi entre acteurs et actrices de l'éducation aux médias, entre associations, entre journalistes, entre intervenants. Aujourd'hui, il y a des initiatives. Il y en a qui sont portées par la Chance notamment, mais pas que. Et ça permet des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, la Chance, en Ile-de-France, on a un budget pour faire des formations de nos intervenants. Toutes les associations en EMI n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un budget dédié à la formation en interne des intervenants. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage ces formations avec les bénéficiaires, avec les intervenants en fait des autres associations. Ça, c'est un acte déjà très concret. Ça peut être aussi la mutualisation de matériel, et puis c'est la mutualisation de savoir, de retours d'expérience. Et je l'espère aussi plus tard peut-être une voix collective qui peut porter et qui doit porter, parce qu'on n'a pas tous les mêmes relais. L'ériger en priorité, c'est une chose, se donner les moyens et l'ambition aussi de pouvoir agir parce que c'est prioritaire, c'est vital. Ainsi se termine Riposte, le podcast du journalisme dans le dur, un podcast réalisé par Pierre-Yves Bulto avec la complicité de Juliette Demey. Ciao.